Je m'appelle Sophie. J'ai 42 ans, et mon mari depuis 15 ans a mis fin à notre mariage par téléphone pour m'annoncer qu'il venait de recevoir un héritage de 800 millions de dollars. Avant de vous raconter comment il a fini par s'effondrer dans un magasin de luxe à peine 3 jours plus tard, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé un mardi complètement ordinaire, d'une normalité ennuyeuse. J'étais à mon bureau dans un cabinet d'expertise comptable de taille moyenne en ville, entouré par le monde réconfortant et ordonné des feuilles de calcul et des états financiers. L'air sentait légèrement le café et le papier recyclé. Dehors, par ma fenêtre, la vie suivait son rythme habituel. Pour moi, la vie était une question de rythme. Elle était faite de prévisibilité, de logique et de la satisfaction tranquille d'un bilan équilibré. Les chiffres ne mentent pas. Les gens, si. Je ne savais tout simplement pas à quel point. Pendant 15 ans, mon salaire stable, mon emploi sûr, avait été le socle de notre vie, la fondation sur laquelle mon mari, Richard, avait bâti ses très nombreux châteaux en Espagne. Mon téléphone a vibré contre une pile de factures. C'était Richard. J'ai souri, un petit geste automatique. Je supposais qu'il appelait pour prendre de mes nouvelles, peut-être pour se plaindre d'un client ou me présenter sa dernière idée immanquable. Notre mariage était devenu un rythme à lui seul, son énergie chaotique et mon calme stabilisateur. J'ai répondu d'une voix joyeuse, le son d'une femme qui croyait encore faire partie d'une équipe. Il a prononcé mon nom, Sophie, d'une voix plate et froide, un ton que je n'avais pas entendu depuis des années, pas depuis que j'avais refusé de co-signer un prêt pour l'une de ces entreprises les plus ridicules. C'était une voix dépouillée de toute chaleur, de toute histoire. Il a ajouté que je devais écouter très attentivement. Il m'a annoncé que l'oncle Édouard était décédé. Mon cœur s'est serré. Édouard était une figure lointaine, presque mythique dans la famille de Richard, un reclus riche et excentrique vivant dans un immense château près de Bordeaux. Nous ne l'avions rencontré qu'une seule fois lors d'une réunion de famille tendue, une décennie auparavant. « Oh, Richard, j'en suis vraiment désolé », ai-je dit. Il m'a interrompu en me disant de ne pas l'être. La froideur de sa voix était maintenant mêlée à autre chose, quelque chose de tranchant et de métallique. C'était le son d'un triomphe pur et sans mélange. Il a continué en disant qu'il m'avait tout laissé. Toute la fortune. Il parlait de 800 millions de dollars. J'étais abasourdi. Le chiffre était si énorme qu'il en devenait insignifiant. C'était comme essayer d'imaginer la distance jusqu'à la Lune. C'était un chiffre pour d'autres personnes, pour les gros titres, pas pour nous. Quoi? Richard, es-tu sérieux? Comment est-ce même possible? Mortellement sérieux, a-t-il dit, et je pouvais presque entendre le sourire arrogant se former sur ses lèvres. Et il a ajouté que les choses allaient changer vite. Que sa vie était sur le point de décoller. Et que, franchement, je ne faisais pas partie du nouveau plan de vol. La métaphore était si corporative, si impersonnelle. C'était comme une gifle. Un plan de vol? Richard, de quoi parles-tu? Nous sommes mariés. Nous l'étions, a-t-il corrigé, le mot agissant comme un scalpel qui sectionnait chirurgicalement 15 années de vie commune. Il m'a expliqué qu'il parlait d'un divorce, Sophie. Qu'il avait déjà fait rédiger les papiers par un grand avocat. Il voulait que je fasse mes affaires et que je sois parti de l'appartement avant son retour. Immédiatement. Le silence stérile de mon bureau est soudainement devenu suffocant. Les colonnes nettes de chiffres sur mon écran se sont transformées en gribouillis sans signification. 15 ans. 15 ans où j'avais travaillé tard pour payer nos factures. 15 ans où je l'avais encouragé après chaque échec, lui disant que sa grande chance était sur le point d'arriver. 15 ans où je me faisais plus petite pour que son ego ait plus de place pour respirer. Tout cela effacé en un appel téléphonique de 30 secondes. Partir, c'est tout, ai-je murmuré, les mots coincés dans ma gorge. Mon monde entier basculait sur son axe. C'est ce que j'ai dit, a-t-il lancé sèchement, sa patience, que j'avais si soigneusement cultivée pendant plus d'une décennie, maintenant complètement disparue. Ma nouvelle vie m'attend. Ne sois pas un poids mort. La communication a été coupée. Je suis resté assise là, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant la tonalité. C'était le son le plus solitaire au monde. C'était le son de la fin de mon monde. Je savais que je devais rentrer à la maison. Je devais voir l'homme qui venait de me renvoyer de ma propre vie.
Le trajet jusqu'à la maison a été un exercice de sang-froid forcé. Mon esprit, habituellement si ordonné, était un diaporama chaotique de notre vie commune. Je me suis souvenu de notre mariage, une cérémonie petite et simple parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Je me suis souvenu de lui riant de mon plan financier sur 5 ans, m'appelant son adorable petite comptable prudente. Je me suis souvenu de la piqûre de ses mots année après année, érodant ma confiance. Ce n'est qu'un travail, Sophie. Ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas une passion. Il n'a jamais compris que ma passion était pour la stabilité, pour construire quelque chose de réel, quelque chose qui durerait. Mes mains se sont crispées sur le volant alors que le souvenir de la visite de l'oncle Édouard revenait, plus net cette fois, plus détaillé. Richard avait été insupportable, un pan se pavanant, lâchant des mots à la mode qu'il avait appris dans un podcast sur les affaires. Il avait acculé Édouard, essayant de parler de portefeuille d'actions et de capital risque. Édouard avait écouté avec un sourire poli et impénétrable avant de s'excuser. Plus tard, j'ai trouvé Édouard sur la véranda, regardant le jardin. Je lui avais apporté un verre d'eau. Nous avons commencé à parler. Il ne m'a pas posé de questions sur Richard. Il m'a posé des questions sur moi. Il m'a interrogé sur les défis de ma profession, sur les dilemmes éthiques auxquels un comptable est confronté. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de réglementation, de responsabilité d'entreprise, de la manière dont les chiffres peuvent être manipulés pour raconter des mensonges. Il écoutait avec une intensité qui m'a fait me sentir vu, vraiment vu pour la première fois depuis des années. Un bon comptable est la conscience d'une entreprise, avait-il dit. C'est une profession avec un profond noyau moral. Avant que nous partions, il a pressé un petit objet lourd dans ma main. C'était un magnifique presse-papier en cristal, sans défaut. Pour votre bureau, avait-il dit, ses yeux pétillants. Pour vous rappeler que la clarté et l'intégrité sont les actifs les plus précieux. Ne laissez jamais personne les compromettre. Je l'avais encore. Il était posé sur mon bureau à la maison, une présence silencieuse et solide dans une vie qui ressemblait soudain à des sables mouvants. Ce souvenir, si déplacé, ressemblait à une étrange sorte de prophétie. J'ai secoué la tête, essayant de me concentrer. Je me suis garé sur le côté et j'ai appelé ma sœur, Émilie. Ma voix s'est brisée en lui racontant ce qui s'était passé. Il a fait quoi? A-t-elle hurlé, sa voix un rugissement protecteur de pure fureur. C'est ingrat, ce ver parasite. J'arrive. Non, attends. Viens ici tout de suite. N'ose pas passer une seconde de plus dans cet appartement avec ce monstre. Fais un sac. Juste l'essentiel. Ton ordinateur portable, tes documents importants, et cette peinture hideuse d'un bateau qu'il aime tant. Laisse-la. On s'occupera du reste. Émilie n'avait jamais aimé Richard. Elle avait toujours dit qu'il était un homme qui se tenait à l'ombre d'un arbre qu'il n'avait jamais arrosé. Entendre sa voix, si pleine d'une juste colère en mon nom, a été le premier point d'ancrage dans ma mer déchaînée. C'était la permission d'être en colère, quelque chose que je ne m'étais pas encore permis de ressentir. Quand j'ai franchi la porte de notre appartement, j'ai eu l'impression d'être dans la maison d'un inconnu. L'air était empreint d'une nouvelle odeur entêtante, une eau de Cologne coûteuse. Richard était là, faisant les 100 pas au milieu du salon. Il portait un nouveau costume, un costume bleu marine foncé, bien coupé, que je n'avais jamais vu auparavant. C'était le genre de costume qu'il regardait toujours en ligne mais se plaignait de ne jamais pouvoir s'offrir. Sur la table basse, à côté d'une bouteille de champagne dont je savais qu'elle coûtait plus que nos courses de la semaine, se trouvait une enveloppe blanche immaculée. Les papiers du divorce. Tu es là, a-t-il dit, non pas comme une question mais comme une constatation. Il avait l'air différent. Plus grand, en quelque sorte. Les traits familiers de son visage s'étaient durcis en un masque d'arrogance. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux étaient froids, calculateurs. C'étaient les yeux d'un homme qui venait de gagner à la loterie et qui coupait systématiquement les ponts avec tous ceux qu'il avait connus quand il était pauvre. J'ai reçu ton appel, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je refusais de le laisser me voir m'effondrer. Bien. Ça fait gagner du temps, a-t-il dit en désignant les papiers. Tout est très simple. J'ai demandé à mon avocat de faire les choses proprement. Pas de pension alimentaire. Tu as ton travail, après tout. Nous partageons nos maigres économies en deux. Tu pars. J'ai été plus que généreux, tout bien considéré. Généreux. Le mot était si absurde,
si tordu, que c'en était presque drôle. J'ai regardé autour de moi l'appartement que nous avions construit ensemble. Les parquets éraflés que nous avions nous-mêmes rénovés pendant un long week-end de sueur. La bibliothèque que j'avais minutieusement organisée par genre et par auteur. La faible odeur de lavande du diffuseur que je laissais toujours allumé pour calmer son haut tempérament d'artiste. Tout cela m'était arraché, et il appelait ça de la générosité. 15 ans, Richard, ai-je dit doucement, un dernier appel à un semblant de décence. Ne méritais-je même pas une vraie conversation? Une explication en face? Il a ri, un son bref et qui a résonné dans la pièce soudainement trop grande. Une conversation? Sophie, toi et moi n'avons plus rien à nous dire. Nos mondes ne sont plus compatibles. Tu penses en termes de feuilles de calcul et de budgets équilibrés. Je suis sur le point d'entrer dans un monde de jets privés, de salles de conseil, de personnes d'un autre calibre. Tu ne t'y intégrerais pas. Ton manque d'ambition serait une source d'embarras. Voilà encore cette phrase. Mon manque d'ambition. La phrase qu'il avait utilisée pendant des années pour saper ma confiance en moi. L'ambition qui avait payé ce toit au-dessus de nos têtes. L'ambition qui avait financé ces 3 dernières entreprises en faillite. L'ambition qui nous avait maintenus à flot pendant qu'il poursuivait ses fantasmes. Une bouffée de colère chaude m'a envahi le cou, mais je l'ai refoulée, la compressant en un diamant dur et froid de détermination. Il ne valait pas ma rage. Je me suis approché de la table, j'ai pris le stylo et j'ai regardé la ligne de signature. Mon nom, Sophie Dubos, bientôt juste Sophie à nouveau. J'ai pensé aux longues nuits où j'étais resté éveillé pour l'aider avec ses plans d'affaires, aux événements familiaux auxquels j'avais assisté seul parce qu'il était en réseautage. J'ai pensé à tous les sacrifices, tous les compromis, tout l'amour que j'avais déversé dans cet homme, dans ce mariage. Tout se résumait à ceci, une signature froide sur un document légal conçu pour me jeter aussi efficacement que possible. Avant de signer, je l'ai regardé dans les yeux. Tu sais, j'ai toujours pensé que ta plus grande peur était l'échec. Je me trompais. C'est d'être insignifiant. Et tu penses que cet argent te rend important, mais ce n'est pas le cas, Richard. Il te rend juste riche. J'ai signé. D'un trait net et décidé. Je l'ai regardé. Profite bien de ta nouvelle fortune, Richard. Il a semblé momentanément déconcerté par mon sang-froid mais s'est vite repris, son rictus revenant. Oh, j'en profiterai, a-t-il dit. Maintenant, prends tes affaires. J'ai un agent immobilier qui me fait visiter un appartement de grand luxe avec vue sur la tour Eiffel dans 1 heure. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Il a tenu la porte ouverte et m'a fait un geste impatient alors que je sortais avec un seul sac de voyage, laissant derrière moi 15 ans de ma vie. Lorsque la porte s'est refermée, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti une étrange et glaçante sensation de clarté. L'homme que j'avais épousé avait disparu. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. La première nuit chez Émilie a été un tourbillon de choc et de vin. Elle m'a laissé parler, m'a laissé pleurer, m'a laissé assise dans un silence stupéfait. Elle ne m'a pas offert de platitudes ou de faux espoirs. Elle a juste offert sa présence, et c'était tout. Sa plus grande perte, ce n'est pas l'argent qu'il pense obtenir, a-t-elle dit, la voix féroce. C'est toi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de détermination. Le chagrin était toujours là, un poids lourd dans ma poitrine, mais à côté de lui, il y avait autre chose, une détermination froide et dure. Richard pensait que j'étais un poids mort. Il pensait que je n'avais pas d'ambition. J'allais lui montrer. Plus important encore, j'allais me le montrer à moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sa lueur familière étant un petit réconfort. Depuis des années, je voulais suivre un cours de certification avancée en finance d'entreprise et gestion des risques. C'était une qualification de haut niveau, le genre qui ouvrait des portes à des postes de direction. C'était cher et chronophage, et Richard m'en avait toujours dissuadé. Pourquoi t'embêter, disait-il. Ton petit travail de comptable est assez stable. Ne fais pas de vagues. J'ai trouvé le cours en ligne. J'ai regardé les frais de scolarité. Ils étaient élevés. Cela prendrait une part importante de ma moitié de nos économies. Pendant une seconde, j'ai hésité. La comptable prudente en moi hurlait que c'était un risque inutile. Puis j'ai pensé au visage méprisant de Richard, au fait d'avoir été traité de poids mort. J'ai cliqué sur s'inscrire.
J'ai tapé les informations de ma carte de crédit. J'ai payé les frais. C'était la première décision majeure que je prenais entièrement pour moi-même depuis très longtemps. C'était comme respirer à nouveau après avoir été sous l'eau pendant des années. J'ai passé les 2 jours suivants plongé dans le matériel d'étude. Le premier module portait sur la jury-comptabilité, détecter la fraude, démêler des réseaux financiers complexes. C'était un puzzle, et j'étais doué pour les puzzles. Je renouais avec une partie de mon cerveau que j'avais laissée en sommeil trop longtemps, la partie qui aimait les problèmes complexes, qui s'épanouissait dans la logique et la stratégie. C'était exaltant. Pendant ce temps, par le biais d'amis communs qui essayaient maintenant maladroitement de naviguer entre leur loyauté, j'entendais parler des exploits de Richard. Il avait organisé une fête somptueuse dans un hôtel de luxe, racontant à tout le monde son énorme héritage. Il a versé un acompte non remboursable sur une Porsche flambant neuve. Il vivait la vie d'un millionnaire avant même que le premier dollar n'ait été validé par la succession. C'était imprudent. C'était arrogant. C'était si typiquement Richard. Le 3e jour, alors que je faisais une pause dans mes études, un coursier a livré une lettre. Elle m'était adressée à l'adresse d'Émilie. L'enveloppe était en papier cartonné épais et crémeux, avec le nom d'un prestigieux cabinet d'avocats de Bordeaux embossé en élégants caractères dorés au dos. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Le langage était formel, précis. C'était une demande officielle de ma présence à une réunion concernant la succession et le testament final de Monsieur Édouard Dubos. Il était mentionné que ma présence était essentielle pour la clarification de certaines clauses testamentaires. Mon sang s'est glacé. Pourquoi me contactait-il? Le divorce était récent mais peut-être pas finalisé aux yeux de la loi. Richard essayait-il de manigancer quelque chose? Y avait-il une obscure loi matrimoniale qui lui donnait droit à mes futurs revenus, même mon maigre salaire? J'ai montré la lettre à Émilie. C'est bizarre, a-t-elle dit, le front plissé. Des clauses testamentaires. Pourquoi l'avocat de son oncle te contacterait-il directement? Tu dois y aller. Mais je viens avec toi. Tu ne vas pas affronter ça seul. Le trajet en train jusqu'à Bordeaux a été éprouvant pour les nerfs. Tous les scénarios possibles me traversaient l'esprit, chacun pire que le précédent. Richard essayait-il de prétendre que je lui devais quelque chose? Était-ce un piège juridique pour me faire renoncer à d'autres droits? J'ai serré mon sac à main, où j'avais glissé le presse-papier en cristal pour me porter chance. Son poids solide et frais était un petit réconfort dans un monde devenu fragile et imprévisible. Le cabinet d'avocats était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, ancien, imposant, et sentant le cuir, le cirage et des générations d'argent. On nous a fait entrer dans une grande salle de conférence avec une table en acajou poli qui reflétait nos visages anxieux. Un homme à l'air sévère dans un costume parfaitement taillé s'est présenté comme Maître Leblanc, l'avocat personnel d'Édouard depuis plus de 40 ans. Merci d'être venu dans un délai si court, madame, a-t-il dit, son ton formel et impossible à déchiffrer. J'ai été surprise d'être contacté, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Mon ancien mari, Richard, est le bénéficiaire du testament de son oncle. Maître Leblanc a ajusté ses lunettes. Il m'a regardé avec une expression neutre qui semblait en quelque sorte plus intimidante qu'un froncement de sourcils. C'est ce dont nous sommes ici pour discuter. Le testament de Monsieur Dubos est peu conventionnel. Il contient certaines stipulations, des clauses conditionnelles qui devaient être résolues avant que la succession ne puisse être réglée. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Des stipulations. Monsieur Dubos a stipulé dans un codicile privé que son héritier ne devait pas seulement être un parent par le sang, mais devait également faire preuve d'un caractère intègre, prudent, et d'une compréhension de la vraie valeur de la richesse, pas seulement de sa valeur monétaire, a poursuivi l'avocat, sa voix égale. En conséquence, Monsieur Dubos a initié un protocole d'évaluation de caractère avant son décès. Je l'ai regardé, complètement perdu. Une évaluation de caractère? En effet, a-t-il marqué une pause, laissant le poids de ses mots emplir la pièce. Un test, si vous voulez. Il voulait être certain que l'œuvre de sa vie serait un héritage, pas un billet de loterie. Cependant, il y a quelqu'un qui peut expliquer cela bien mieux que moi. Il a fait un signe de tête vers une grande porte en chêne sur le côté de la pièce. La porte s'est ouverte, et l'oncle Édouard est entré. Ce n'était pas un fantôme. Il n'était pas mort. Il était bien vivant, l'air pimpant dans une veste en tweed, un sourire ironique et contrit jouant sur ses lèvres. J'ai eu le souffle coupé.
Émilie m'a serré la main si fort que j'ai cru que mes os allaient se briser. Mon esprit vacillait, essayant de relier les points. Sophie, a dit Édouard, sa voix chaude et familière, perçant ma confusion. C'est un plaisir de vous revoir. Veuillez pardonner la mise en scène. C'était, je vous l'assure, un mal nécessaire. Je ne pouvais pas parler. Je le fixais simplement, mon esprit un tourbillon de questions. Vous voyez, a continué Édouard, en s'asseyant en bout de table, j'ai su depuis longtemps que mon neveu Richard me voyait non pas comme un membre de la famille mais comme un compte en banque sur pattes. Je n'ai pas d'enfant, et je ne pouvais supporter l'idée que l'œuvre de ma vie, tout ce que j'ai construit à partir de rien, soit dilapidé par un garçon avide et insensé. J'ai donc conçu un test. Il m'a regardé, ses yeux bienveillants mais vifs, les yeux d'un homme à qui rien n'échappait. Mon avocat a informé Richard de mon décès et de l'héritage. Je voulais voir ce qu'il ferait. Pleurerait-il ma mort? Serait-il prudent? Honorerait-il la femme qu'il avait soutenue pendant 15 ans, le socle de sa vie? Il a soupiré, un son profond et déçu. Il a échoué de manière spectaculaire. Il a révélé sa vraie nature avec une rapidité et une cruauté qui m'ont même choqué. Pour la promesse d'argent, il a jeté l'atout le plus précieux qu'il ait jamais eu. Il a marqué une pause, et son regard a croisé le mien, le maintenant. Et vous, Sophie? Vous, qui l'a qualifié de sans ambition. Vous, qui l'a rejeté sans une seconde pensée. Lors de notre unique conversation il y a des années, vous avez parlé avec une telle passion d'éthique, de responsabilité. Vous compreniez qu'un bilan est aussi l'histoire des choix moraux d'une entreprise. Vous avez montré plus de grâce, de dignité et d'intégrité face à sa cruauté qu'il n'en a montré dans toute sa vie. Maître Leblanc s'est éclairci la gorge et a fait glisser une nouvelle liasse de documents sur la table vers moi. Ils étaient épais, reliés par un ruban bleu. Selon le codicile final et exécutoire du testament de Monsieur Dubos, qui est activé par l'échec définitif de Richard au protocole d'évaluation de caractère, l'unique et indiscutable héritière de toute la fortune Dubos, les 800 millions de dollars, les propriétés, et la participation majoritaire dans les entreprises Dubos, c'est vous, Sophie. Le silence est tombé dans la pièce. Le seul son était le battement frénétique de mon propre cœur. Il ne s'agissait pas de l'argent, pas vraiment. C'était la validation. C'était la prise de conscience stupéfiante, bouleversante, que quelqu'un, quelque part, avait vu ma valeur depuis le début. Le dévouement silencieux, la loyauté constante, l'intégrité dont Richard s'était moqué, cet homme, ce quasi-étranger, l'avait vu et l'avait jugé inestimable. Pendant que je traitais cette vérité impossible, mon téléphone, que j'avais posé face contre table, a vibré à la réception d'un texto d'un ami commun. J'y ai jeté un œil. C'était une photo. Elle montrait Richard à genoux au milieu d'une concession Porsche étincelante, son visage un masque d'horreur pure. La légende disait, « Oh mon Dieu, la carte de crédit de Richard vient d'être refusée pour une voiture d'1 million de dollars. » Il crie sur quelqu'un au téléphone. Il vient de s'effondrer. Le test était terminé. Sa nouvelle vie s'était évaporée avant même d'avoir commencé. Ma nouvelle vie, une vie que je venais de commencer à construire pour moi-même selon mes propres termes, était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La première chose que j'ai faite a été de bloquer le numéro de Richard. Le barrage de textos et de messages vocaux frénétiques et désespérés qui a suivi, un cycle pathétique et croissant de menaces, d'excuses et de supplications, était un bruit dont je n'avais plus besoin dans ma vie. Je n'avais pas besoin d'une confrontation finale. Ses propres actions étaient son jugement. Mon silence était ma victoire. Édouard était plus qu'un bienfaiteur. Il est devenu un mentor, un ami, la figure paternelle que je n'avais jamais vraiment eue. Il a été ravi de découvrir que mes ennuyeuses connaissances en comptabilité étaient exactement ce qu'il fallait pour rationaliser son empire. Il a vu l'esprit vif et stratégique que Richard avait tant essayé d'étouffer. Il m'a invité dans son château, non pas comme une invitée, mais comme une partenaire. Nous avons passé des semaines à examiner les affaires, et pour la première fois, j'ai senti que mes compétences professionnelles n'étaient pas seulement appréciées, mais célébrées. Il a proposé de m'adopter formellement, de me donner le nom qui accompagnait la fortune. J'ai accepté. Je suis devenue Sophie Dubos non par mariage, mais par mérite. Les quelques années suivantes ont été un tourbillon de travail acharné et de découvertes. Je n'ai pas acheté d'appartement de luxe ni de voiture de sport. Le premier chèque important que j'ai signé a été pour rembourser l'hypothèque d'Émilie,
un moment émouvant et joyeux qui m'a semblé plus précieux que n'importe quel article de luxe. Le second a été pour créer une fondation. Cela fait maintenant 5 ans. La fondation Clarté du Boss, nommée d'après le presse-papier qui a tout déclenché, est l'œuvre de ma vie. Nous fournissons des fonds d'amorçage, des prêts à faible taux d'intérêt et du mentorat aux femmes de plus de 40 ans qui veulent créer leur propre entreprise. Nous investissons dans les rêveuses sans ambition, les bâtisseuses aux mains sûres, les femmes à qui l'on a dit qu'elles avaient dépassé leur apogée. Je vois l'étincelle dans leurs yeux quand quelqu'un croit enfin en elles. C'est un regard que je connais bien. Nous investissons dans des femmes comme moi. J'ai retrouvé l'amour. Il s'appelle Antoine, un architecte brillant et bienveillant que j'ai rencontré lors de la conception du nouveau siège de notre fondation. Il m'aime pour mon esprit, pour ma passion et pour les mauvaises blagues que je raconte quand je suis fatigué. Il a été attiré par mon travail bien avant de connaître l'étendue de ma richesse. Notre partenariat est un partenariat de véritables égaux, construisant quelque chose ensemble. Quant à Richard, j'ai entendu dire qu'il a finalement remboursé ses dettes après avoir fait faillite. Il a déménagé dans une petite ville du Nord, a trouvé un modeste emploi de directeur d'une association locale et a épousé une institutrice nommée Julia. Émilie l'a vu une fois, entraînant une équipe de football d'enfants un samedi matin. Elle a dit qu'il avait l'air content, calme, plus petit en quelque sorte, sans sa grandiloquence. J'espère qu'il l'est. J'espère que le fait de tout perdre lui a appris ce qui a vraiment de la valeur. Parfois, je regarde ce presse-papier en cristal sur mon bureau dans mon grand bureau lumineux surplombant la ville. C'est un rappel. Un rappel que l'argent ne change pas qui vous êtes, il ne fait que l'amplifier. Pour Richard, il a amplifié son avidité et son insécurité. Pour moi, il a amplifié une force que je commençais à peine à réaliser que j'avais. Il pensait que 800 millions de dollars lui achèteraient une nouvelle vie, mais tout ce que cela a fait, c'est révéler la pauvreté de son caractère. Et pour moi, tout perdre a été la seule façon de pouvoir vraiment tout gagner. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. C'est encore fou de penser à quel point les choses peuvent changer en un seul instant. Je dois vous demander, avez-vous déjà eu un moment, grand ou petit, qui a révélé le vrai caractère inattendu de quelqu'un? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais lire vos histoires. Et si vous avez aimé ceci, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous pour en voir plus. Cela aide vraiment.